pose également un risque sanitaire, notamment en période de chaleur ou de ramadan, où l'accès à l'eau est essentiel pour l'hygiène et la prévention des maladies. Un appel à la responsabilité face à la crise persistance de nombreuses voix s'élèvent pour demander des explications claires et des actions urgences de la part des autorités compétentes. Tout ça. La population de ce côté ne demande pas l'impossible, mais simplement les investissements publics répondent réellement. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Financé par l'État. Les populations souffrent pour prendre la route, sortir même de leur maison. Les enfants tombent dans les riverains. Personne ne demande la responsabilité au gouvernement. Personne ne demande à force de rendre compte. Et c'est les partis politiques qui devaient être les toutes premiers à demander ça. C'est eux qui doivent prendre les dossiers et demander des comptes, soit à l'Assemblée nationale, pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale, encore que, ou en organisant des conférences de presse pour ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, en demandant au pouvoir de rendre compte de ce que l'argent est devenu. Vous allez à Benedi là-bas, à Koresewa, les chantiers sont à l'abandon. Les gens ne peuvent même plus vendre. Les gens tombent dans l'eau. Il y a une rivière qui a pris le contrôle de tous les chantiers. Et il y a des moustiques partout. Ça ne dit rien à personne. Il y a des Togolais qui n'ont pas d'eau potable. Et pourtant, il y a des milliards et des milliards qui ont été investis dans le secteur de l'eau. Je vais en parler tout à l'heure, en vous défilant un certain nombre de projets. Personne ne se lève au niveau de la classe pour demander des comptes au pouvoir. Mais ceux qui le font, c'est eux qui sont attaqués. À croire que certains individus qui sont dans certains partis politiques sont devenus la première ceinture de sécurité de Faure Gnassingbé. La question est de savoir pour qui ils travaillent. On a l'impression que certains individus, puisqu'ils disent qu'ils sont sur le terrain, ils ne font pratiquement rien sur le terrain. On ne les voit pas sur le terrain aller sensibiliser les gens. On ne les voit pas dans les villages où on arrache les terres des gens. On ne les voit pas avec les populations qui sont en détresse. Leur objectif, c'est de s'attaquer à ceux qui dénoncent le régime. Parce qu'on suppose que ces gens-là n'aiment pas leurs leaders. Vos leaders ne sont pas des femmes que nous devons aimer. On n'a rien à foutre de vos leaders. Vos leaders ne sont pas des femmes qu'on doit aimer. On n'a rien à foutre de vos leaders. Si vous êtes sur le terrain, c'est en allant auprès des populations, celles qui sont censées voter pour vous demain, puisque vous êtes dans les stratégies électorales. C'est en partageant leurs souffrances, c'est en allant vers eux, en leur posant des questions, comment est-ce qu'ils souffrent, que ces gens-là sauront qu'il y a des gens qui sont proches d'eux. Demain, quand vous viendrez solliciter leur suffrage, ils vont voter pour vous. Mais vous êtes sur TikTok en train d'insulter les gens. Ah, si c'est possible, rentrer au pays. Mais la territorialité politique, elle n'est pas seulement limitée au pays, au territoire. Elle va plus loin. Et comme les gens souffrent beaucoup d'inculture politique, il faut leur rappeler un peu l'histoire. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur. Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez le fait que ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui du Togo sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur? Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez ça? Ceux qui sont à l'extérieur du Togo sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, tous les efforts de Faure Gnassingbé, tout l'argent de Faure Gnassingbé, c'est de faire taire ceux qui sont à l'extérieur. Parce que Faure, lui, a compris que le monde a changé. Que la guerre aujourd'hui, la lutte politique aujourd'hui ne peut plus se dérouler comme elle se déroulait en 90 ou en 2000. Même ceux qui font la guerre, quand je parle de la guerre, la vraie guerre, ils utilisent aujourd'hui des drones. Ils utilisent moins les humains. Ils tablent sur les drones. Parce que la guerre a avancé, a évolué. Mais vous, ah oui, rentrez sur le terrain. Mais comment se fait-il que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont plus écoutés sur le terrain que vous, alors que c'est vous qui êtes sur le terrain? Il y a un problème. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en cause. Je vais aborder la question du dialogue tout à l'heure.
Et ça fait 36 ans que ça dure. Ça fait 36 ans que les Togolais sont dans un labyrinthe. Le pouvoir a sa responsabilité. C'est eux qui ont la plus grande responsabilité. Mais au niveau de l'opposition, il y a aussi des responsabilités. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que les actes que chaque acteur pose engagent la vie de tous les Togolais. Les actes que les gens posent, chaque acteur politique, les actes que vous posez engagent la vie des générations. Et donc, nous sommes en 2026. Les gens ne peuvent plus croiser les bras et vous regarder. Ah, président, président, et puis c'est fini, non? Ceux qui criaient il y a 20 ans, qui couraient derrière vos voitures, qui vous prenaient pour des leaders, ils ont grandi. Certains ont 40 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, pendant 35 ans, être en train de jouer le même match. Vous jouez toujours le même match depuis 35 ans. Face au même adversaire, vous ne gagnez jamais. Au point que vos enfants ont grandi et vous ont rejoint sur le terrain. Et vous combattez vos enfants au lieu de combattre l'adversaire. Les Ronaldo et les Messi étaient les meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui, ils sont pratiquement à la retraite. C'est la saison d'Mbappé et de Yamal. C'est le parcours de l'homme. C'est ça la réalité. Ça fait 35 ans que ça dure, ou 36 ans. C'est des générations entières. C'est des jeunes. Vous jouez le même match depuis 35 ans, face au même adversaire. Et à un moment donné, il faut faire l'état des lieux. Vos enfants vous ont même rejoint sur le terrain. Mais vous ne voulez pas leur permettre de jouer, vous les combattez. Ce n'est pas normal. Donc, il ne s'agit pas d'insulter les gens. Il ne s'agit pas d'invectiver les gens. Mais il s'agit de faire des analyses dépassionnées sur la situation politique togolaise et de tirer les leçons. Personne ne doit être intouchable sur la scène politique togolaise. Personne. Si quelqu'un est sur la scène politique togolaise et qu'il ne supporte pas les critiques, il peut aller créer son entreprise privée. Comme ça, il sait qu'il n'est pas sur la scène politique. Quand tu es sur une scène politique, mais tu dois faire l'objet de critiques. Tous tes actes doivent être analysés. Pas plus que hier, je pense hier ou avant-hier, je suivais la conférence de presse de Donald Trump. J'ai passé 1 heure de temps sur Fox News à suivre la conférence de presse de Donald Trump. Il y avait des dizaines de journalistes dans la salle. On le bombardait de toutes les questions, même les questions les plus désagréables. Il répondait. Même s'il ne vous aime pas, s'il n'aime pas le média, il répond. Vous connaissez Donald Trump, il a un caractère assez trempé. You are fake news, tout ça. Il qualifiait des Washington Post de fake, tout ça. Mais il répondait aux questions. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'il trouve la force. Parce qu'il a 78 ans, 80 ans. Chaque semaine, il doit faire 2, 3 ou 4 sorties. Parce qu'il sait qu'il gouverne un pays, il doit rendre compte, même s'il fait des bêtises. Donc, on doit lui poser toutes les questions concernant la gouvernance du pays. Et il répond. Il ne dit pas, non, vous ne devez pas me poser cette question. Non. Le Togo que nous aspirons à construire demain, c'est un Togo débarrassé du fanatisme, de l'endoctrinement, des gens qui pensent qu'ils ont des gourous. Non. Il ne doit pas avoir de gourou au Togo. Il doit avoir des gens, des hommes politiques qui gouvernent et qui rendent compte. Quelle que soit la personne que vous êtes. Vous gérez une mairie, vous vous rendez compte. Vous gérez une préfecture, vous vous rendez compte. Vous gérez la présidence, vous vous rendez compte. De l'argent public. Si vous ne pouvez pas gérer un espace public et rendre compte, ne venez pas en politique. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont l'esprit ouvert.
Ils sont plus comme les jeunes de 20 ans, 30 ans, qui couraient derrière les leaders et à qui on disait Tchoboué, Nibavo, et là, et puis les gens rentrent à la maison, ils boivent de l'eau. Non. Le monde a changé. Les jeunes sont en train de voir les exploits dans les pays voisins, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ils ont des éléments de comparaison. Et donc, ils aspirent que demain, leur pays soit aussi gouverné. Et que les dirigeants soient capables de rendre compte de l'argent public. Donc, c'est ce travail-là qu'on essaye de faire. Ce sont ces outils-là que nous essayons de transmettre aux jeunes. Ceux qui viennent ici et qui suivent des lives pendant des heures. Et qui nous interpellent. Il n'y a pas de loi Sokodé, il n'y a pas de loi Kara, il n'y a pas de loi Tablibo, il n'y a pas de loi, je ne sais pas, à Djankassé, il n'y a pas de loi Dani. Mais il y a eu énormément de financements. Je vais vous donner les éléments tout à l'heure. Où sont passés tous ces financements? C'est à la classe politique de demander des comptes à Fonia Sibé. De sortir tous ces projets, de demander des comptes au gouvernement. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la gestion catastrophique de tous ces projets, les détournements qui sont faits sur ces projets, l'argent sert à alimenter la campagne de votre adversaire, Fonia Sibé. Donc, en sortant tous ces projets et en leur demandant des comptes, vous les mettez en difficulté. Vous interpellez les partenaires. Vous demandez des comptes aux gens. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que on dit que le Togo, aujourd'hui, est endetté jusqu'à 4 000 milliards. Et qu'il y a des projets sur lesquels Ford a endetté le Togo jusqu'en 2075. Et aucun responsable politique ne sort pour demander des comptes. Tout le monde fait comme ils. Les gens font comme ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas vu. Les gens font comme ils n'ont pas entendu. Soit il y a des compétences pour pouvoir aborder la question, soit il n'y a pas de compétences pour pouvoir aborder la question, ou soit il y a des pesanteurs qui font que les gens n'osent pas aborder ce genre de questions. Ce sont les hypothèses qu'on peut émettre. La démocratie à laquelle nous tous nous aspirons, c'est le système qui est le plus exigeant. La démocratie, c'est le système le plus exigeant. Il faut rendre compte. La reddition des comptes est un pilier fondamental d'un système démocratique. Donc, si vous aspirez demain à gouverner le Togo et que vous n'avez pas la culture de rendre compte de la gestion que vous faites des biens publics à vos citoyens, vous n'avez pas besoin de dire que vous cherchez le changement. Vous n'avez pas besoin de dire que vous cherchez le changement. Donc, je commence cette introduction et je tiens à dire à quelques admirateurs qui sont sur la toile, des amis à moi, de ne pas perdre votre temps à répondre à des gens. Laissez-les dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Plus ils insultent ceux qui font le travail, plus ils vont s'enfoncer. Laissez-les s'enfoncer. Laissez-les s'enfoncer. À partir du moment où vous ne leur faites aucun mal, et qu'eux, ils se lèvent chaque matin, ils insultent les gens, parce qu'ils estiment que ces gens-là ne sont pas avec eux, ces gens-là ne viennent pas faire l'éloge de leur leader, laissez-les continuer par insulter les gens. Et ce sont des gens qui perdent du terrain tous les jours. Hier, ils avaient du monde, aujourd'hui, ils n'en ont plus. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui entraîne leur chute dans l'opinion. Donc, laissez-les continuer par faire ça. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je suis un journaliste. Il n'y a aucune question que moi, je ne peux aborder. Nous sommes dans l'espace public. Et quand on est dans l'espace public, tout individu qui a une parcelle de responsabilité dans l'espace public doit rendre compte de la gestion qu'il fait. Fort, on le dénonce tous les jours. Je ne suis même pas sûr qu'il dort quand il nous écoute. On le brocarde tous les jours. On l'assomme tous les jours. Avec les faits. Pas en inventant des histoires. Mais ceux qui aspirent à gouverner le Togo demain, si aujourd'hui ils ont la chance d'avoir une responsabilité, ils doivent rendre compte. Donc, ne perdez aucune minute à vouloir me défendre, à répondre à qui que ce soit. Laissez-les
vomir leur haine sur la place publique. L'opinion écoute, l'opinion voit, il observe. Le peuple togolais n'est pas un peuple inintelligent. Hein. Le peuple togolais n'est pas un peuple inintelligent, c'est un peuple qui est très doué. Il regarde, il observe. Si je vous fais l'histoire de la scène politique togolaise, je peux la résumer ainsi. Chaque leader politique que nous avons connu au Togo depuis 1990 a eu sa période de gloire. Vrai ou faux? Chaque leader depuis 1990 a eu sa période de gloire. Vrai ou faux? Ce qu'ils en ont fait, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème du peuple togolais. Mais le jour où le peuple te retire la confiance, c'est que le peuple a observé beaucoup de choses. Le jour où le peuple te dit stop, c'est que le peuple s'est rendu compte de beaucoup de choses. On n'a pas besoin de quelqu'un pour venir dire au peuple, vous le faites si mal, vous le faites si mal. Il suffit que le Togolais t'écoute raisonner 2, 3, 4 fois pour tirer ses propres conclusions. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Si ça arrange leur mandataire, si ça arrange leur chapelle politique, laissez-les continuer. Nous restons sur nos objectifs. Moi, je reste convaincu, moi qui vous parle ici, je ne suis pas Dieu, mais je reste convaincu que Faure finira par tomber d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais je sais de façon très sûre que Faure, il est plus dans le passé que dans le futur. Excusez-moi le jeu de mots. Le futur politique de Faure est dans le passé. Ça, c'est une assurance. Et il tombera avec ses complices. On va aborder le dialogue politique tout à l'heure. Il tombera avec ses complices. Et c'est le jour qu'il tombera que tous ceux qui font le double jeu, tout ça là, leur mission sera terminée. Mais tant que Faure sera là, ils continueront pas à faire leur double jeu. Donc, on n'a pas à s'offusquer de ça. Il faut rester très serein et faire le travail qu'il faut faire. Et ce travail-là, c'est de donner les outils au peuple togolais pour prendre ses responsabilités. C'est de donner les instruments au peuple togolais pour prendre à un moment donné ses responsabilités. Moi, ce que je fais ici, je sais l'effet que cela a contre le régime, l'impact que cela a contre le régime. Il n'y a pas une seule semaine où on ne tient pas de réunion sur moi au sein du système. Et j'ai les retours. Et je sais aujourd'hui, même en toute modestie, que s'il y a une cible numéro 1 aujourd'hui pour le pouvoir, c'est bien moi. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, c'est la vérité. Et que ce travail que nous faisons leur fait tellement mal. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on reste. Pour que demain, les Togolais, qu'ils soient à Séquencé, qu'ils soient à Djankassé, s'ils sont à Dany ou s'ils sont à Toum, puissent décider de prendre leurs responsabilités. Et pour y arriver, il faudra qu'on les sensibilise massivement. Et il faudra qu'on sorte des dossiers pour leur dire, cette route, elle était programmée pour être goudronnée. L'argent a été détourné. Ici, on devait mettre de l'eau. L'argent a été détourné. Ici, on devait construire un hôpital. L'argent a été détourné. L'argent a été détourné par qui? Par ceux qui viennent dans les villages vous tromper qu'il faut voter pour eux. C'est ce travail de sape qu'il faut faire tous les jours que Dieu nous donne la force. Après, les Togolais prendront leurs responsabilités. Et ce travail n'a jamais été fait. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire pour débuter ce live-là. Et je vous dis merci. Merci pour votre soutien infini. Et sachez que moi, je suis quelqu'un je suis très dur de tête. Hein. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'occupe des farfelus, non. Quand vous atteignez un certain niveau de votre vie, vous restez humble, mais vous sachez mettre certains individus à leur place. Vous comprenez? Quand nous, on était des militants politiques, il y a déjà 25 ans, il y a des gens qui étaient encore au cours primaire et qui ne savent pas par où nous sommes passés dans la vie.
qui nous avons rencontrés, avec qui nous avons frotté notre cervelle. Et ces gens-là n'ont pas à venir nous dire ce que c'est que la politique. Donc, merci infiniment, merci pour tout. Et c'est par cette mise au point que j'ai voulu faire ce live. Et je voudrais encourager mes deux amis, Ditri et Mila, ouais. C'est des gars que je ne connais pas. Je vous dis la vérité, je ne connais même pas leur nom. Je les connais sous les pseudonymes, mais c'est des gars formidables par rapport au travail qu'ils font. Ils vont fouiller partout. Ils cherchent des rapports. Ils vont dans les dossiers de la Banque mondiale, au FMI. Ils sortent des documents. Ils comparent tout ça avec les informations de la Banque de France. Nous n'avons pas généralement des compétences comme ça parmi des jeunes au Togo. Et ces jeunes-là, on a besoin de les encourager pour qu'ils continuent d'informer les Togolais de ce que Faure Gnassingbé et ses amis font de l'argent public. Moi-même qui suis journaliste et qui sois habitué à fouiller, eux, leur capacité même de recherche dépasse la mienne. C'est pour ça que je leur tire chapeau. C'est pour ça que je leur tire chapeau. C'est des gens qui donnent aujourd'hui des éléments, des preuves de la gestion catastrophique du Togo, que normalement, les hommes politiques devaient récupérer pour demander des comptes au pouvoir. C'est ça la réalité. Je vais vous lire tout à l'heure un rapport. Et je vais mettre ce rapport, c'est aussi un audit sur la place publique. Donc, et je vais voir ceux qui vont l'exploiter. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire tous les jours, on est sur le terrain, d'accord. Mais quand les gens crient à Haotoué, qu'on les a envahis, qu'on exploite les phosphates, on ne vous voit pas avec eux. Quand les gens crient à Déticopé, on ne vous voit pas avec eux. Quand les gens disent qu'ils n'ont pas d'eau potable, vous n'allez pas à leurs cheveux. Quand les gens sont quelque part ici où les chantiers sont abandonnés, on ne vous voit pas. Et ces gens-là, ils ont besoin que quelqu'un vienne les aider. Partager leurs peines. Partager leurs difficultés. Même en homme politique, vous deviez être même les premières personnes à aller vers ces gens-là, parce que demain, vous aurez besoin de leur voix pour vous faire élire. Mais vous êtes sur le terrain. Le terrain de TikTok pour insulter les gens. C'est ça votre terrain, TikTok pour insulter les gens. De toutes les façons, Faure Gnassingbé va partir. D'une manière ou d'une autre. Il est le chef d'État aujourd'hui le plus isolé de la région, comme si vous ne voyez pas. Il devait même aller à l'UA la dernière fois pour aller rendre compte de sa médiation. Il n'est pas allé. Il a perdu tout l'argent dans cette histoire qui n'a rien donné. La médiation est retournée maintenant à l'Angola et puis, je pense, au Burundi. Il n'est pas allé. Dans la CEDEAO, à part ses amis qui sont les trois qui sont en haut là, personne ne lui parle. Et ce n'est que le début de quelque chose. Et donc, moi, je suis convaincu que ceux qui travaillent tous les jours, ceux qui dénoncent tous les jours, ceux qui harcèlent tous les jours, ceux qui ne laissent pas le temps à ce régime tous les jours, c'est eux qui sont sur le bon chemin pour que cette dictature tombe d'une manière ou d'une autre. Ce sont ces gens-là qu'il faut féliciter. Quand Edem Kodjo avait été nommé Premier ministre pour la deuxième fois, les journalistes étaient en train de le harceler des questions et puis il leur a dit, moi je gouverne, je vous laisse le ministère de la parole. Donc, restons concentrés et laissons le ministère des insultes à ceux qui ont le niveau des insulteurs. Parce que ceux qui insultent, c'est les gens qui n'ont pas d'argument. Ceux qui insultent, c'est les gens qui n'ont pas de niveau. Ceux qui insultent, c'est des demi-lettrés. Ceux qui insultent, c'est les gens qui ne sont pas capables de construire un raisonnement logique. C'est pour ça qu'ils sont dans les insultes. Ceux qui insultent, c'est les gens qui sont nerveux. Quand vous voyez ces gens-là, vous les sentez qu'ils sont nerveux tout le temps. Comme si quelque chose est en train de leur échapper. Comme s'ils sont en train de perdre quelque chose. Ils sont tout le temps nerveux. Ils s'en prennent à tout le monde. Ils voient des ennemis partout. Quand ils dorment, ils font des cauchemars. Ah, il y a
quelqu'un qui a parlé quelque part, c'est Ferdinand qui est derrière. C'est tout ce qui leur reste. Laissez-les dans la boue avec leur mandataire et restons concentrés. Parce qu'il y a un pays à libérer pour la jeunesse, pour les Togolais, les jeunes qui arrivent. Il y a un pays à libérer pour ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, nous devons leur donner des instruments pour que demain, quelle que soit la personne qui soit au pouvoir, les jeunes puissent demander des comptes aux dirigeants. Et ça passe par l'éducation civique, la sensibilisation et tout le travail qu'on est en train de faire. Merci à vous tous. Et chapeau à tous ceux qui sont sur la toile. C'était une introduction, elle était un peu longue, mais elle était nécessaire. Et donc, laissez les gens raconter leur vie et avancer. Nous, quand on viendra, on parlera de dossiers, on fera des analyses, qu'elles vous plaisent ou pas, qu'elles plaisent à vos patrons ou pas, on fera des analyses, on passera des dossiers, on sortira des enquêtes pour donner des instruments au peuple togolais pour demander des comptes à Faure Gnassingbé. C'est ce qu'on va faire. On vous laisse le ministère des Insultes. Alors, je reviens rapidement sur le live lui-même. Alors, on va aller rapidement au Bénin pour voir un abattoir que le gouvernement de Talon vient d'inaugurer. Un abattoir moderne, voilà, un abattoir moderne qui vient d'être inauguré par le gouvernement de Talon. Et voilà l'intérieur. Et ça, ce sont les indicateurs d'un pays moderne qui est en train de basculer dans la modernité. Pendant qu'au Togo, on continue de tuer les animaux sur les rails de Bonsimé et les rails d'Adetikopé. Au Togo, l'abattoir est réduit aux rails de Bonsimé, les rails les rails d'Adetikopé, bientôt, je ne sais pas, c'est le Ramadan, je ne sais pas. Et ça, c'est le symbole d'un pays qui se modernise. Et quand, au Togo, on a pris l'espace qui abritait l'abattoir, je pense que c'est au rond-point du port, qu'on a vendu à Simco, au Burkinabé Kanazoué, il avait été dit que la société de Kanazoué va construire un abattoir moderne. Ça a été construit. Vous connaissez un abattoir moderne au Togo? Alors, un pays qui est moderne, on peut aller prendre 3 hectares ou 4 hectares vers Adetikopé, ou je ne sais pas, au-delà d'Adetikopé, et on construit un abattoir moderne. Et ça fait des emplois. Au moins ici, on peut avoir 100 d'emplois. On peut former des gens, avoir 100 d'emplois. Et ça améliore en même temps la santé publique, l'hygiène. Les gens qui qui vont aller acheter de la viande, ils savent que c'est de la viande qui vient d'un abattoir moderne. Ce n'est pas des gens qui tuent les animaux sur les rails de Bonsimé là-bas. Et du quoi, et nous là, c'est nos frères béninois. Et quand on fait ce genre de comparaison, les gens, ils s'offusquent au Togo. Parce qu'effectivement, chez nous, rien ne bouge. Et il faut le leur dire. Il faut le leur dire. Une ville, je ne sais pas si des abattoirs comme ça, on ne peut pas installer un grand abattoir au Togo, à Lomé, assez moderne, et puis dans les 5 régions, on met des mini-abattoirs, à Takpamé, Palimé, Sokodé, Dapaon, Kara, on met des mini-abattoirs pour que la gestion de la chaîne alimentaire, notamment tout ce qui relève de la viande, soit une gestion saine, protégée, pour éviter des maladies. Les dirigeants, quand eux veulent manger, ils sont au saumon fumé, ils sont je ne sais pas quoi, ils sont au caviar, ils importent tout ça de l'extérieur. Pendant ce temps, au Togo, c'est dans la rue qu'on tue les animaux et les gens mettent dans les assiettes, ils préparent, ils mangent. Félicitations à nos frères du Bénin. J'ai voulu passer cette information pour que les gens puissent observer comment nous sommes là à traîner. Alors, le vendredi dernier, il y a eu un braquage. Au niveau de Bekpeynou. Et c'est un braquage spectaculaire pour ceux qui sont dans le quartier. Et c'est dans une zone où il y a beaucoup de forces de l'ordre. Le braquage a eu lieu à 150 mètres du commissariat du 3e arrondissement. Et
il y a le commissariat du 3e arrondissement qui est sur le boulevard. Et ensuite, il y a des soldats qui sont en faction au niveau d'une banque, là, la BIA, je pense, qui est après Oral Labora. Mais il y a des gens qui ont fait un braquage là-bas. Avec un mort, ils ont braqué un magasin de liqueurs avec un mort et ils ont réussi à fuir sans que personne ne les arrête, en tout cas pour le moment. Les images sont très atroces. Je ne sais pas si je les diffuse, TikTok va couper le live, mais vous allez voir, ça c'est les images. Ça c'est le braquage qui a eu lieu. Alors, oui, donc il n'y a pas de TikTok. Donc voilà les images. C'est le monsieur qui est à terre, il est en train de saigner abondamment. Il y a du sang qui sort de sa bouche abondamment. Il semble que c'est lui qui est décédé. Et les braqueurs ont réussi à fuir. Ça, c'est ce qui se passe au Togo. C'est le Far West. Et nous avons un commissariat de police à 100 mètres ou 150 mètres du lieu où il y a le braquage. Le commissariat du 3e arrondissement. Et les braqueurs ont réussi à fuir. Vous imaginez. Mais si vous êtes dans votre chambre et que une idée de coup d'État a traversé votre tête, Force Aura viendra vous arrêter. Si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a une idée de coup d'État qui traverse votre tête, Force Aura et il enverra des gens pour vous arrêter. Mais les braqueurs comme ça, ils réussissent après leur opération à se fondre dans la nature au nez et à la barbe des soldats avec mort d'homme. C'est une voiture, je pense qu'on évacuait l'un des blessés. Vous voyez? C'était à Bekwe, nous, le vendredi. Alors, il y a le procès Félix Katanga qui est en cours. Bon, j'ai envoyé quelqu'un qui m'a fait quelques petits rapports. Mais ce que j'ai entendu qui m'a fait beaucoup rigoler, c'était jeudi, je pense, jeudi soir, jeudi après-midi ou vendredi matin, que lors de son audition, Félix Katanga disait que Fonya Sibé, c'est son papa. Tiens! Félix Katanga, il dit que Fonya Sibé, c'est son papa. Vous êtes sérieux là? Que c'est son papa, que s'il lui sort ici, il ira voir Fonya Sibé, son papa, pour lui faire Togo Besodjao, tu es un général. Hein? 63 ans, 64 ans. Fort, qui est ton petit frère de loin, il est chef d'État, d'accord, ou bien il est PC, je ne sais pas comment vous l'appelez. Tu viens dire en plein procès que Fort, c'est ton papa. Donc, au Togo, là-bas, vos petits frères sont vos papas. Vos petites sœurs sont vos mamans. Hein? Tel qui voit telle femme dit, ah, maman. Tel qui voit tel gars, papa. Et vous, les militaires, qui êtes des gens d'honneur, vous vous livrez à ces gens de comédie. Paix à ma bouche, P-A-Y. Je continue. Je vais vous montrer une école à Dapan qui a été publiée vidéo publiée par nos amis nos confrères qui sont là-bas de la Bali. Et vous allez voir dans quelles conditions nos jeunes, nos enfants fréquentent encore dans certains milieux à Dapan là-bas, techniques. À Dapan, je pense que j'ai parlé dessus, j'ai parlé de ça, de l'abattoir, c'est bon. Katanga, c'est bon. La technique, moi je ne vois pas l'image à mon niveau, mais elle est quand même sur YouTube. Vous voyez l'image de l'école sur YouTube. Voilà les enfants, c'est dans c'est à Dapan. Hein? Et des vieux avaient dit Debaya.
hein, ils sont revenus pour fabriquer des clés autour des salles de classe. Voilà. C'est comme quand on faisait des petits abris pendant Noël, quoi. Quand on était des enfants, on faisait des petits abris, on allait cacher les cadeaux dedans pour Noël. On faisait des petits abris. Voilà. Donc ça, c'est une école. Et voilà, nous sommes à Dapan. Ça, c'est l'école togolaise. Hein. Et dans beaucoup de localités, on a encore des écoles qui sont comme ça. Des écoles qui sont comme ça. Et pourtant, déjà dans les années 60, Sylvanus Olympio, je vais vous montrer la photo, quand il faisait construire les écoles, il se déplaçait lui-même pour les superviser personnellement. Il y a aujourd'hui des archives qui sortent, puisque le pouvoir a tout fait pour que les archives sur Sylvanus Olympio ne sortent pas. Je ne suis même pas sûr que la présidence togolaise a des archives. Je ne suis pas sûr qu'ils ont des archives. S'ils en ont, je ne suis pas sûr que ces archives sont bien entretenues. Il y a des archives qu'on peut retrouver ailleurs. S'il vous plaît, la technique. Il y a des archives qu'on peut retrouver ailleurs. Et ces archives-là sortent aujourd'hui grâce au travail de certains compatriotes, dont notre compatriote visionnaire TG, qui est à la fois sur Facebook, TikTok et Twitter, qui fait des publications assez intéressantes. Hier, j'ai récupéré une de ces publications que j'ai partagée à ma liste de diffusion et puis j'ai mis ça sur ma page. Beaucoup de gens ont récupéré ça. Quand Sylvanus s'est rendu à Sokolé, voilà, en faisant, s'est rendu à Sokolé lors de sa tournée pour superviser les travaux de l'école de commerce de Sokolé, qui sera plus tard le lycée technique. Je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Donc, on voit bien ici Sylvanus qui était sur le terrain. C'est plein d'archives. Hein. Il y a plein d'archives comme ça. Vous voyez la propriété des salles de classe à l'époque. Et donc, il y avait des projets de construction du lycée de Lomé avec plus de 1200 élèves. Il y avait des bourses qui avaient déjà été accordées. Les salles de classe étaient équipées de laboratoires. Les salles de classe étaient très propres. Et voilà. Vous ne m'entendez pas sur YouTube? Vous m'entendez sur YouTube? OK. Donc, tout ça était déjà propre. J'ai voulu vous montrer ça par rapport aux images qu'on vient de voir à Dapan pour voir le décalage et qu'à ce niveau-là, on en est encore là aujourd'hui. Alors, on va aller rapidement à Gakpe Koji.
Gapé-Kodi aussi, il y a des dossiers qui attendent que je vais entamer tout à l'heure. On va aller à Gapé-Kodi, où il y a une situation assez ubuesque là-bas. Il y a le chef de Gapé-Kodi que ses frères accusent de faire beaucoup de rétention, il bloque le développement des autres localités, il y a des dotations de lampadaires qu'il a bloquées, des motos qu'on devait distribuer au village environnant qu'il n'a pas accepté. Il y a la route qu'on devait aménager jusqu'à Gapé Agokopé, qui est un grenier en termes de culture agricole, qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, tous ces villages-là souffrent pour faire évacuer les produits agricoles. Et vous allez voir quelques ponts que les gens utilisent. Vous voyez là-haut, et voilà des ponts pour enjamber les rivières. Ça, nous sommes à Gapé, dans le ZIO 4. Ça, c'est des ponts pour enjamber les rivières. Ça, c'est des ponts sur lesquels il y a des femmes, des enfants qui passent. Ça, c'est le Togo profond, hein. C'est le Togo profond et cette situation n'inquiète personne. Les gens qui, excusez-moi, sont sur le terrain, on ne les voit pas là pour regarder tout ça, demander aux populations leurs préoccupations, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà comment les gens traversent les cours d'eau pour rentrer à la maison quand ils reviennent le soir, les élèves aussi. Nous sommes au Togo, à Gapé, dans le ZIO 4, je pense bien, dans le ZIO 4. Et voilà les ponts de fortune que les gens utilisent dans ces localités-là. Vous voyez comment ce monsieur est en train de marcher? Vous voyez ça? Vous voyez comment il est en train de marcher? Alors, s'il ne fait pas attention, il glisse, il tombe. Ça, c'est le Togo. Et Gapé, le ZIO, c'est la région maritime. Et les barons qui sont là-bas, c'est les ADJ, c'est les quoi, tout ça. Et voilà comment les gens marchent comme comment on appelle ça? Les gens marchent comme des zombies pour traverser la rivière. Vous voyez comment ce monsieur est en train de marcher? C'est comme un lézard qui essaye de trouver son chemin. Voilà comment les gens se déplacent. Et ça, c'est au Togo. Et ça ne dit rien à personne. Vous voyez comment le monsieur marche? Et c'est comme ça qu'il faut marcher pour traverser le cours d'eau. Quand vous revenez, vous allez à la maison. Et pourtant, cette localité est l'une des localités les plus riches dans la région maritime qui nourrit la vie de Lomé. Est-ce que vous savez qu'on produit du cacao à Gapé? C'est là-bas qu'il y a beaucoup de champs. Les gens ont leurs champs, les gens ont des fermes agricoles. On produit du cacao à Gapé. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de choses qu'on produit à Gapé. Et c'est là-bas aussi qu'il y a beaucoup de carrières d'exploitation du gravier concassé par les Chinois et les Libanais. Et voilà la localité. Et normalement, cette localité-là ne devait pas être comme ça. Et voilà comment les gens, tu vois ce vieux-là, c'est comme ça qu'il va traverser. Et s'il tombe dans l'eau ou dans le cours d'eau, c'est tant mieux pour lui. Nous sommes dans la région maritime, à 100 km ou peut-être moins de l'eau. Ça ne préoccupe personne. Ça ne préoccupe personne. Et les gens qui voient ça, ils vont venir voir. Tu vois comment il marche? Et nous, quand on les dit, les Togo, les amours, les copes, mais quand on a tout la vaille, ficoli ya, rola flato, pour moulo, les peuples moulo. Et nous, on a il est quoi? C'est ça, c'est au Togo, ça. Et ça ne dit rien à personne. Vous allez voir des gens qui vont défendre ça. Et pourtant, ils ont leurs frères qui sont là dans les villages. Ils ont leurs cousins, leurs parents. Mais ils vont venir vous dire que, oui, leur patron travaille. Il est quoi? Alors, ça, vous imaginez la nuit, comment il va traverser ça? La nuit, comment on traverse ça la nuit? Quand tu rentres vers le soir, comment tu traverses ça? La nuit. Il peut y avoir même des serpents, il peut y avoir des reptiles là-bas. Donc, la situation dans certaines localités, à Gapé là-bas, elle est catastrophique et les populations n'en peuvent plus. Vous savez, moi, je reçois tellement de gens
Moi je reçois des trucs qui viennent de tout le Togo. Pratiquement, les gens m'envoient des trucs. J'essaie de regarder un peu ce qu'il faut pas diffuser. Des problèmes, il y en a partout sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas qui est maire là-bas, mais bon, le coordonnateur de UNIR là-bas, je pense que le vice-président, c'est ADJ. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, il y a un compatriote qui a Dapaon qui m'a envoyé un message. Je vais lire ce message avec vous. Il semble que l'État togolais a décidé de réhabiliter les aérodromes. Ce n'est pas une mauvaise idée. Moi-même, je me suis dit pourquoi ils n'ont rien fait depuis, ils ont abandonné les aérodromes. Mais il semble que l'État a décidé de les aménager. Mais il y a un problème, toujours le foncier d'expropriation que les gens redoutent. Alors, quelqu'un m'envoie ce message. Il dit les exactions causées à l'endroit des populations des savanes, en particulier d'Apaon et Pana. Donc, d'Apaon et Pana. Donc, Pana, ça doit être une localité. Il se passe dans ce mois de février une affaire d'incompréhension à Dapaon concernant l'aménagement de la piste d'atterrissage. En effet, cette piste étant sur une superficie de 29 hectares depuis sa création, les exploitants et habitants riverains du côté ouest sont menacés par les autorités qui veulent s'accaparer de leurs habitations et de leurs terres cultivables pour élargir la superficie de l'aviation à 215 hectares. Donc, la première surface, la superficie de la piste d'atterrissage à l'époque, c'est 29 hectares. Aujourd'hui, l'État veut l'agrandir jusqu'à 215 hectares. Mais l'agrandissement va engloutir les habitations et les terres cultivables des riverains. Le côté est est limité par la nationale d'Apaon-Mandouri, à 6 km de la ville. Il faut noter qu'il y a au moins 50 habitations sur la portion et au moins 5 villages, Djangou, Panabagou, Naloag, Panakunkwagu et Tinale, qui vivent de l'exploitation des terres qui disposent d'un sol très riche. Ce qui cloche est que jusqu'ici, aucune autorité ne s'est pointée pour s'entretenir avec la population. Seuls les techniciens, donc les géomètres, qui se pressent pour délimiter les parcelles en complicité avec certaines autorités locales qui ne s'affichent pas, mais qui invitent les sous-chefs et les présidents des CVD pour les convaincre de l'importance du projet qui n'est pas à l'heure actuelle une priorité pour les populations de Dapaon. En effet, il y a eu un communiqué du gouvernement qui a parlé de l'aménagement de cette piste de 29 hectares, sans mentionner la possibilité de l'étendre. Les raisons avancées pour cette activité tournent autour de l'évacuation des malades par avion vers Kara et Lomé. Ça, c'est bien ça. Donc, le Togo veut évacuer les malades par avion vers Kara et Lomé. Ça, c'est nouveau, ça. Je l'apprends. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit aux villageois là-bas. La réduction, alors qu'on n'a pas des ambulances au sol, mais ils auront des avions pour évacuer des malades vers Kara et Lomé. La réduction des accidents sur la nationale numéro 1 par l'utilisation des lignes aériennes. Les lignes aériennes. Voici ici encore les incohérences de ce gouvernement, machin, et tout ça, mais bon. C'est ce qui explique clairement le plan de Forest et collaborateurs de vouloir rester, bon, voilà, je laisse tomber tout ça. Les chantiers de route qui sont abandonnés, je laisse tomber aussi ça. Il y a un an de cela, la même population a vu des bornes géantes qui ont été installées avec des mentions drapeau du Togo, ODEF, OIBT, FC, Fosso Lyon, tout. Aucune information n'a été communiquée aux habitants. Cette affaire concerne 2 préfectures, Tone, canton de Dapaon, et Pana, Tandjouare, canton de Bomboaka et Gundoga. Les villes concernées sont Dapaon, Djangou, Bantaboare, Burkouk, Tinale, Dapaon, Kwergou, Badore, Worgou, Napié, Bougou, Dalouag, Nakpagli. Pana, donc il y a listé aussi les trucs de Pana. Les populations de tous ces villages-là vivent aux dépens de cette zone qui se limite sur 1650 hectares. En effet, la première délimitation portait un peu sur 4 km de longueur et 1,5 km de largeur, environ 600 hectares selon nos parents, avec une forêt qui entourait les 2 étangs d'eau repartis de part et d'autre de la nationale numéro 1. Le reste était exploité comme des champs et habitations depuis le temps de nos ancêtres. Avec le commandant Djoua installé à Mango, ces limites se sont augmentées progressivement, expulsant les riverains de leur village.
Ce commandant abattait à bout portant toute personne qu'il rencontrait dans les fosses aux lions. Certains étaient arrêtés, accrochés sur son hélicoptère pour les jeter dans le fleuve Oti, ou les emprisonnaient si la victime arrivait à supporter le choc de sa chute d'hélicoptère quand il coupait la corde avant son atterrissage dans son champ. Tout s'est gravé avec la menace des éléphants qui ravageaient toutes les cultures. Bon, bref, il a raconté toute l'histoire et donc il y a un problème là-bas à Dapaon avec cette histoire de piste d'atterrissage. Donc, du côté de Dapaon, on veut leur prendre 215 hectares pour aménager une piste d'atterrissage. Et ces gens soupçonnent qu'il y a des barons qui sont derrière, qui veulent s'accaparer de leur terre. Surtout que la piste d'atterrissage, l'agrandissement de la piste d'atterrissage va déboucher sur une des maisons de Fort Gnassingbé qui se trouve à Dapaon. Donc, tout le monde veut s'installer autour là-bas. Voilà, ça, c'est ça. On va parler un peu de santé. La santé. Il faut peut-être inviter le ministre de la Santé, ils sont deux maintenant, parce qu'il se passe des choses au Togo qui sont extrêmement graves. Déjà qu'on n'a pas des hôpitaux et des centres de santé qui sont assez fournis, qui ont un plateau technique acceptable. Les gens meurent dans les hôpitaux, les centres de santé, faute de structures, de moyens, d'équipements. Et on sait qu'au Togo, la formation pour le personnel de santé est assurée d'abord par l'université, donc avec la faculté de médecine, mais aussi par des écoles de formation, qui sont les écoles pour les sages-femmes, les écoles pour les auxiliaires médicaux, et puis il y a d'autres écoles aussi qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Et il y a quelques privés qui aussi ont eu l'agrément pour former plus ou moins quelques personnes. Mais depuis quelques jours, il se fait qu'à Lomé maintenant, il y a des ONG, on ne sait pas comment ils ont obtenu leurs agréments, ils sont devenus des centres de formation pour les personnels de santé. Et donc, vous voyez des affiches partout de publicité où on dit, on forme les infirmiers, on forme les auxiliaires de soins, on forme les assistants médicaux, on forme tant, sur l'ensemble du territoire. Et ça commence par inquiéter. Personne n'en parle, ni les syndicats, j'interpelle le Synfort ici, ni le ministère de la Santé, ni les autorités elles-mêmes dans leur ensemble. Personne ne se prononce sur ces choses-là. Et pourtant, les gens, ces structures-là, de formation, qu'ils aient les agréments ou pas, il y a des gens qui sortent de là, qui vous disent sont des infirmiers, qui sont des sages-femmes, et qui sont employés dans des cliniques clandestines, et les gens meurent. Les gens meurent sous leurs mains. Donc, ces choses-là, ça pullule aujourd'hui au Togo, partout. Et vous vous posez la question de savoir qui autorise tout ça. Parce que le domaine de la santé est un domaine assez sensible, qu'on ne doit pas laisser à la portée de n'importe qui, et que l'État devrait encadrer avec beaucoup de rigueur. On ne peut pas créer les écoles qui forment les personnels de santé comme on crée les salons de coiffure dans les quartiers. C'est inadmissible. Donc, aujourd'hui, ces genres de centres de formation pullulent un peu partout, avec des publicités. Les gens doivent payer pour se faire former. Et à la fin, je ne sais pas que deviennent ces gens qui sortent de ces structures-là. Est-ce que ce sont des gens qui sont habilités à soigner des individus? Et donc, je voudrais attirer l'attention du ministre de la Santé sur cet aspect-là. Mais je vais vous montrer une image qui résume ce que je suis en train de dire. Et cette image, il arrive. Vous voyez ça? Vous voyez cette image-là? Alors, c'est un compatriote qui m'a envoyé ça. Et qui, dans le prolongement de ce que je dis là, s'inquiète du foisonnement de ces structures-là, des structures clandestines comme ça. Vous voyez ce que le monsieur a mis? Il dit c'est un poste de secours. C'est comme ça qu'il a mis ça d'abord. Poste de secours Cadiel. Il dit nos services, il fait des analyses, il fait la prise de sang, il fait la glycémie, il fait la petite chirurgie, il fait les soins infirmiers, il fait l'accouchement, il fait la prise de poids et il fait le CPN. Là-bas, dans ce truc que vous voyez là, Barakouan, on aurait fourbé poste de secours, on analyse.
on a tension, on a glycémie, on a petite chirurgie. Les fous, on a soins infirmiers, on a accouchement, on a prise de poids au bord d'une grande route comme la route de Diaglé. On ne peut pas me dire que la police n'a jamais vu ça. Le ministère de la Santé n'a jamais vu ça. Les directeurs préfectoraux de la santé ou régionaux de la santé, ils n'ont jamais vu ça. Et c'est comme ça que les gens meurent au Togo, pour un oui ou un non. Et des structures comme ça, il y en a partout dans les quartiers aujourd'hui. Mais le gars, il met sa baraque avec les contreplaqués et il fait tout dedans. Il fait même l'accouchement dedans. Et ça, nous sommes à Lomé, hein, parce que Diaglé, c'est Lomé. Et il fait chirurgie. Vous imaginez qu'on va vous faire une chirurgie dans ces trucs-là? Mais c'est incroyable. Il fait même l'accouchement là-bas. Et c'est au bord de la route. Tout le monde peut voir ça. Et ça, c'est le signe d'un État qui est en faillite, qui n'arrive même plus à contrôler un certain nombre de secteurs. Et que les gens, ils se lèvent et ils font ce qu'ils veulent avec la vie des gens. C'est vrai que le Togo est dur. À Dolé Ouamo, c'est compliqué pour les jeunes. Les gens ont fait des formations, ils n'ont pas de boulot. Mais ça n'autorise pas qu'on fabrique, qu'on mette des cliniques comme ça au bord de la route. Même si c'est même à l'intérieur. Et ça, c'est au bord de la route. Eh bien, on accouchement, les rois, et nous, comme il est bon, on accouchement, les fous. Donc, nous, on est là, fond. Et gamble ici, on a des fous, non. Et là, il faut nous dire, divia, et là, coup. On l'a besoin de fin de vie. Eh bien, on a chirurgie. C'est un chirurgien. Donc, lui, il fait tout. Il fait la chirurgie, il fait l'accouchement, il fait, je ne sais quoi. Il y a tout là-bas. Et donc, et nous, on l'a inquiété à Amérique. Les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la santé, les syndicats, il n'y a pas de cellule de veille pour dénoncer ce genre de choses. J'ai voulu partager ça avec vous. Je pense que pour le moment, on a fini les dossiers de choses. On va tomber sur le cas des accidents. Non, il ne faut jamais dire que c'est entre eux. Celui qui dit que c'est entre eux, il ne faut jamais dire ça. Quelqu'un dit, il va même du Gary devant. Oh, ouais. Il ne faut jamais dire que c'est entre eux. C'est le Togolais lambda qui ira là-bas se soigner. Et il va perdre sa vie. Celui qui n'a pas de moyens, c'est lui qui ira là-bas. Et on va lui mettre une piqûre non conventionnelle. Il va perdre sa vie. Celui qui n'a pas d'argent, c'est lui qui ira là-bas. On va prendre quelque chose pour lui faire une ouverture en disant qu'on fait la chirurgie. Il va prendre le tétanos. Et puis il va mourir. Donc, c'est la santé des Togolais. Vous imaginez? Merci. Oui, avant de quitter les informations, et il y a aussi cette histoire de Adénion. Il semble que depuis que j'ai montré le rapport de Adénion avant-hier, là, il a mis tout son personnel sous pression. Il a fait appel au service des renseignements pour qu'on essaye de trouver celui qui a fait fuiter ce rapport. Mais il faut pas vraiment il faut pas t'en faire, hein. Même fort, même à chercher fatigué, comment j'obtiens mes informations, on ne va pas trouver. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher les services de renseignement, de soumettre tes employés ou tes subordonnés à des quoi, tout ça. On n'a même pas encore ouvert le dossier de ta gestion du port. Ça fait 21 ans que tu es là. Il ne faut pas que, bon, tu es d'un certain âge, vous êtes d'un certain âge qu'on va te créer l'AVC, hein. Parce que la gestion que tu fais du port là-bas que vous faites du port là-bas depuis 21 ans, c'est une gestion catastrophique. Avec vos enfants, vos neveux, vos maîtresses, tout ce que vous avez mis dans la gestion du port. Si on ne commence pas à ouvrir les dossiers là, vous allez faire un AVC. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des informateurs en sollicitant les renseignements. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais par contre, il faut arrêter la mauvaise gestion. Madame Adan, qui était directrice commerciale au port, par exemple, elle a été députée depuis. Mais le port continue de l'entretenir alors qu'elle ne travaille plus au port. Et quand elle voyage, c'est le port qui achète ses billets d'avion. Hein? Tous ces voyages, alors qu'elle n'est plus députée à l'Assemblée, elle n'est plus directrice commerciale au port, elle ne travaille plus au port, c'est le port qui l'entretient, qui lui fait des dotations. Et ces voyages, quand elle part en voyage,
Alors que la mission pour laquelle elle part, elle doit avoir certainement sa dotation, mais elle prend encore des billets d'avion au nom du port. Ça fait double facturation. Alors qu'elle n'est pas, elle n'est plus au port. Elle est députée, elle n'est plus au port. Là, elle part aux États-Unis dans quelques jours et le port a encore acheté un billet d'avion. C'est tellement un billet d'avion classe affaires, alors qu'elle ne travaille pas, elle ne travaille plus au port. Donc, ces bêtises-là, ces dérives-là, il y en a plein. Hein? Peut-être que prochainement, on va ouvrir ce dossier-là sur la gestion que vous faites au port. Et là, vous allez voir que vous êtes en train de mettre le doigt dans l'anus de je ne sais pas quoi, hein, de la tortue. Hein? Et donc, calmez-vous. Je ne sais pas si vous, à votre âge, vous pouvez supporter les secousses ou les turbulences. Bon, sinon, on va rentrer en zone de turbulence avec vous et ce serait bonjour les dégâts. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Avant de sortir de ce sujet, j'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou, Madame Nyakade, qui sont toujours en prison, le groupe des Kwachanya Simbe, les Charles Azumaro, qui sont malades, le groupe des jeunes de C14 qui sont toujours en prison. Il y a une rumeur qui a circulé la dernière fois qu'on devait les libérer, ils ne sont pas libérés. Mais je pense que le gouvernement togolais qui est attendu à Genève au mois de mars, début mars, pour devant la commission des droits de l'homme, je pense qu'il veut les libérer pour s'en servir comme trophée avant d'arriver à Genève. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent libérer un certain nombre de prisonniers et venir présenter ça à Genève comme une preuve de leur bonne volonté. Donc, je pense que on a une pensée pour tous ces gens-là, Madame Nyakade et Jean-Paul Omolou et tous ceux qui sont encore en prison. Et cette délégation qui est attendue à Genève la première semaine du mois de mars, on verra bien, parce que, comme j'ai toujours dit, il y a des gens qui sont en prison et il y a ceux qui se promènent tranquillement, qui viennent mentir devant les instances internationales. Il faut trouver un moyen de leur dire la vérité. Alors, on en a fini.